Bonsoir et bienvenue sur France 3 Aquitaine pour cette soirée débat avant les élections législatives. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, la plus vaste du département qui va de la vallée d'Ossau à l'est à la vallée des Aldudes à l'ouest. Une circonscription très vaste donc, mais peu peuplée, 99 000 habitants seulement, répartis notamment à Oloron et Mauléon. Avec une particularité, la circonscription est basco-béarnaise et mélange donc deux cultures et deux langues. Et c'est aussi la circonscription de Jean Lassalle qui, après 4 mandats, ne se représente pas. Autour de la table avec moi, Julien Lassalle, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le frère de Jean Lassalle, oui. Vous êtes berger à Lourdios-Sichères, en Vallée d'Aspe, et vous vous présentez pour le mouvement Résistons qui a été créé par votre frère. En face, Iñaki Etchaniz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller principal d'éducation, conseiller municipal de la ville d'Oloron-Sainte-Marie. Vous êtes socialiste, mais vous vous présentez pour la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Egoitz Urrutikoetxea, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à Lichamps-Sunard, conseiller communautaire, directeur pédagogique adjoint, et vous vous présentez pour le mouvement Abertzale Etxebai. Annick Trondaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et vous vous présentez pour Ensemble pour la majorité présidentielle. Et enfin, Sylviane Lopez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes retraitée de la fonction publique et vous vous présentez pour le Rassemblement national. Se présente aussi sur la circonscription Margot Taillefer pour Reconquête, Valérie Bouchard pour le mouvement pour les animaux, Paul Darnay pour le parti animaliste et Carlos Ribeiro pour Lutte ouvrière. Première question, Julien Lassalle. Pourquoi avoir décidé de reprendre le flambeau de votre frère sur cette circonscription ? J'ai passé ma vie à berger avec les brebis dans la montagne, mais la solitude d'un côté, mais de l'autre, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de parler, d'échanger. Et mon parcours de militant professionnel m'a amené à rencontrer beaucoup de monde. Et alors ça, c'est un pas supplémentaire dans ma démarche de militant. C'est le faire autrement, aller le porter ailleurs. Mais ça correspond à ce que j'ai fait jusque-là. Iñaki Etchaniz, cette circonscription, elle est acquise à la droite depuis, déjà on a dit, 35 ans. Voilà. Vous espérez la faire basculer à gauche ? Oui, on l'espère vraiment parce qu'on a mis en place cette union-là au niveau national, mais aussi au niveau local, avec un accord programmatique qui va permettre de redonner de l'espoir et de proposer un projet de transformation sociale, écologique et démocratique qui répond aux aspirations des habitants à la fois au niveau du pays, mais aussi au niveau de la circonscription. Donc il y a une véritable possibilité de faire élire un député de gauche dès le 19 juin. Là, on le disait, c'est une circonscription très rurale et avec, comme toutes les circonscriptions rurales, un problème de service public. On l'a vu dernièrement à l'hôpital d'Oloron avec les urgences qui alternent entre ouverture, fermeture, manque de médecins. Monsieur Urrutikoetxea, quelle est votre position là-dessus ? Bon, sur les services publics, il nous semble qu'il faut rendre aux services publics mis à mal depuis de nombreuses années les moyens de fonctionner en recrutant et revalorisant les salaires et les statuts. Ça, c'est une première question. En ce qui concerne la situation des hôpitaux, c'est vrai qu'on demande à l'hôpital de réduire ses dépenses, de réduire son budget, alors que la population augmente et vieillit. Par exemple, en 4 ans, il y a 17 600 lits qui ont été fermés en France, et les statistiques annuelles des établissements de santé qui l'indiquent. Et d'une part, nous avons des candidats notamment de la majorité, qui disent vouloir sauver l'offre de santé, et parallèlement, nous voyons que le gouvernement ne cesse de le vider. Donc il nous semble qu'aujourd'hui, c'est une priorité, et c'est une priorité d'autant plus dans des zones rurales comme la nôtre, qui pâtissent également de cette logique de métropolisation qui est la conséquence de la loi NOTRe. Et dans cette perspective-là, il nous semble que ce territoire doit être représenté et ne pas sacrifier sur des accords parisiens, pris avec des décisions prises hors sol. Et notamment ce dont on met en évidence par notre candidature, c'est l'inexistence d'un accord à l'échelle du territoire, de la prise en considération des sensibilités du territoire par des partis ou par des candidatures qui s'inscrivent dans des logiques nationales.
Annick Trondaille, vous faites partie de la majorité présidentielle. Quand vous entendez ça, quand vous voyez la situation de l'hôpital d'Oloron avec ce manque de médecins, des médecins intérimaires qui viennent plus, qui sont là, qui sont pas là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Participer à la réflexion globale pour essayer de sauver cet hôpital et puis plus qu'essayer d'y arriver, parce qu'effectivement cette situation, vous l'avez dit, elle n'est pas arrivée à ce point-là du jour au lendemain. Il y a sans doute beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on en arrive à cette situation. C'est vrai que le fait que le manque de médecins existe sur l'ensemble du territoire, c'est pas nouveau. Par contre, effectivement, c'est que très récemment que le gouvernement d'Emmanuel Macron a supprimé le numerus clausus qui va permettre à beaucoup plus de médecins d'être formés sur le territoire. Et c'est l'élément clé. Il y a aussi un plan d'investissement de 10 milliards qui est prévu sur les 10 ans à venir. Il y a eu le plan de Ségur de la santé qui est venu au secours du milieu hospitalier. C'est vrai qu'en 5 ans, il a été fait beaucoup. Il reste encore beaucoup à faire. Mais là, localement, c'est vrai que les acteurs de terrain ont sans doute eu des difficultés sur lesquelles je me penche désormais de façon très rapprochée, parce que ce dossier, je l'ai déjà bien en main et fait remonter au plus haut niveau. Il est déjà sur le bureau du président et de son ministre de la Santé par Olivier Véran dans un premier temps et actuellement chez Brigitte Bourguignon. Monsieur Etchanis, je vous vois opiner du chef. Oui, je suis assez dubitatif sur les propos de Mme Trondaille, à la fois sur ce dossier-là qui a été posé sur le bureau du président maintenant ou du ministre, sans avoir même consulté les élus locaux, les associations et les personnels de l'hôpital d'Oloron. Et ce qui se passe à l'hôpital d'Oloron, c'est symptomatique de l'abandon des services publics, à la fois celui de la santé, celui de l'éducation, celui de l'ONF aussi, qui remonte à toute une politique néolibérale qui a été accentuée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, avec toujours une logique comptable. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cette logique comptable, c'est apporter un véritable plan d'investissement pour les services publics. C'est une question d'équité territoriale, parce qu'on ne peut pas, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas se permettre que dans nos territoires ruraux, on n'ait pas la même chance, la même possibilité d'avoir accès aux services publics. Donc c'est remettre les services publics au cœur de la vie des gens, pour à la fois, ça passe à la fois en revalorisant les soignants et l'ensemble des personnes qui font tourner ces services-là, et en garantissant cette offre sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un véritable plan massif à mettre en œuvre pour contrer cet abandon des services publics, parce qu'ils ont été, leur budget a été réduit petit à petit, et maintenant on les pointe du doigt en disant qu'ils sont inefficaces pour les orienter vers le privé. Donc c'est prendre la logique inverse, investir massivement. Sylviane Lopez, vous, au Rassemblement national, c'est un combat. Voilà, moi je vois que tout le monde a oublié de parler des 15 000 soignants qui ont été licenciés sous le coup de Madame Elisabeth Borne l'année dernière, donc un statut de non-salarié, pas de chômage, pas de RSA et pas non plus de formation. Voilà, donc il faut vraiment réintégrer les 15 000 soignants et puis supprimer les ARS, qui sont des structures supranationales et suradministrées. Voilà, on sait que les médecins aujourd'hui passent 6 à 8 heures dans l'administratif. Donc évidemment, ils sont obligés de refuser des patients, donc ce qui incombe évidemment dans les urgences, effectivement. Donc ça a une incidence non négligeable. Et il faut aussi investir dans l'hôpital public. Environ, nous on propose de réinvestir 20 milliards d'euros. Voilà. Et je rejoins monsieur qui a parlé aussi des 17 000 lits supprimés. Voilà. Donc c'est une des premières choses à faire. Pour autant, Julien Lassalle, quand on parle de numerus clausus qui est ouvert, il faut 10 ans quand même pour former un médecin. Comment on fait là dans l'immédiat pour l'hôpital d'Oloron ? Apparemment, dans les universités, on n'en voit pas beaucoup supplémentaires. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que il y avait une devise, mais qui je crains devient vieillotte, qui était égalité, liberté, fraternité. Avons-nous la même chance sur l'ensemble du territoire pour naître, pour être éduqué, pour se déplacer, pour se soigner et pour vieillir? Et, hélas, j'ai bien l'impression que non, le compte n'y est pas. Et alors, les services publics doivent être complètement repensés et repositionnés à chaque étage, à chaque niveau, pour faire une égalité de chance sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, ce qui se passe à l'hôpital d'Oloron, avec une agence régionale qui devait être une agence de proximité, mais qui, hélas, n'est qu'une agence comptable. Il y a tout à repenser à ce niveau-là. Et il faut revenir. Je vais quand même vous raconter. Le 2 mai, l'ARS réunion à Oloron avec les élus, et où on leur a fait part des nuages à venir.
le 4 mai, ils annoncent la fermeture des urgences. Ça, c'est le respect des élus, n'est-ce pas? C'est la reconnaissance. Voilà le niveau où nous sommes. Pour autant, Monsieur Rettigo-Echea, on a l'hôpital et on a les médecins de campagne et on a les écoles aussi, les écoles rurales. Comment est-ce que vous espérez contrer ce mouvement de désertification? Déjà, il faut dire que l'État a failli à ses missions de cohésion sociale et économique et elle veille désormais scrupuleusement à l'application de normes économiques qui sont déstructurantes malgré et contre la volonté de la population. Ça, il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, il nous semble qu'il faut changer de paradigme. Pour ce faire, il faut avancer dans une logique de relocalisation économique, sociale et écologique. Et pour ce faire, il faut investir dans les territoires. Donc il faut que les territoires aient les moyens de pouvoir offrir les services publics dont ont besoin les habitants et les habitantes des territoires. Donc il y a des leviers à activer, et notamment le levier de la fiscalité, via une fiscalité plus juste, qui permettent justement de faire baisser ces inégalités en investissant dans des services publics de proximité. Aujourd'hui, la politique de l'État s'inscrit en totale opposition. Elle consiste à concentrer les services dans les centres urbains, cette logique de métropolisation, et en condamnant les territoires. Aujourd'hui, c'est le résultat. Il s'agit d'une véritable privatisation des services publics, une véritable privatisation de la démocratie. Et ça, il faut pointer du doigt. Parce qu'en ce qui concerne la santé, il faut savoir que les centres privés se portent très bien. Donc voilà, donc c'est cette logique-là des premiers de cordée qu'il faut remettre en question, et pour ce faire, il nous semble qu'il faut vraiment donner les moyens et les leviers au territoire pour pouvoir prendre des décisions au plus près des territoires. Madame Trondaille, comment on fait pour justement faire revenir ces services publics dans les vallées, dans des tout petits villages qui sont... c'est vrai que quand on va dans ces vallées-là, il y a des villages où il n'y a pratiquement plus rien. Alors c'est vraiment le travail qui reste à faire, et en tant que députée, si j'ai la chance de l'être, c'est vraiment le travail que je souhaiterais mener avec la population et avec les élus locaux, qui sont des artisans de ce travail au quotidien. Mais effectivement, il n'y a pas plus rien partout. Il y a des maisons de santé qui sont nées sur la vallée d'Ossau. Il y en a une qui a été financée localement. Il y en a un autre projet de maison de santé sur le Piémont-Lauronnais qui, lui, piétine depuis 2 ans et qui n'arrive pas à voir le jour, alors qu'il y avait une 50aine de médecins, de paramédicaux qui sont autour de ce projet. Et c'est vrai qu'il est très important de le faire aboutir en se mettant tous autour de la table. Et c'est vrai qu'en amenant ce service autour de la maison de santé, ça permet aussi de garder de l'attractivité sur le territoire, de pouvoir désengorger les urgences de l'hôpital d'Oloron et de pouvoir travailler sur un parcours santé. Et puis, cette articulation entre la ville et l'hôpital qui a été évoquée par mon collègue à l'instant, oui, elle est à développer. Je crois que pendant très longtemps, les choses ont été très clivées entre le milieu hospitalier et la médecine libérale. Nous avons des articulations à imaginer, des projets innovants à mettre en route. Je crois qu'il y a une vraie volonté de le faire. En tout cas, on est arrivé au bout d'un certain système, de ce système en silo. Là, il faut remettre de la cohésion, et je suis pour ma part très attachée également à la capacité de pouvoir travailler ensemble avec l'ARS, avec les usagers, avec les soignants, avec les élus, bien sûr. Madame Lopez, c'est ça la solution, les maisons de santé En partie, oui, c'est vrai. Mais maintenant, il faut que ceux qui sont à Paris oublient un petit peu Paris et pensent un peu plus à la ruralité. Voilà. C'est une grande question parce que la ruralité, effectivement, on la laisse un petit peu de côté. Et je suis d'accord pour, effectivement... construire des maisons de santé qui sont essentielles à la vie de la ruralité, et puis que les gens ne s'expatrient pas pour aller sur Bordeaux ou sur Toulouse ou sur voilà. Il faut vraiment des maisons de santé de proximité. Voilà, c'est très très important. La situation actuelle met en évidence que c'est les institutions locales qui sont en train de répondre à un vide laissé par l'État. Donc aujourd'hui, c'est l'agglomération de Pays Basque qui est en train de participer au financement de ces structures de santé. Et donc il nous semble que donc ça met en évidence aujourd'hui le rôle désastreux de l'État et la nécessité donc d'accompagner ces institutions locales et ces dynamiques qui partent à partir des territoires et pas l'inverse. C'est important de préciser que l'État participe aussi au financement de ces maisons de santé, le Conseil départemental également, l'Europe également, et qu'il y a vraiment une articulation pluri-institutionnelle des financements. Et on ne peut
pas, d'un côté, reprocher à l'État d'être trop éloigné des territoires et quand on a une recentralisation et travailler sur un travail local, être en paradoxe en le reprochant. Je pense que c'est vraiment cette décentralisation vers les territoires est nécessaire. En tout cas, pour ma part, c'est ce vers quoi je compte œuvrer. C'est sûr, quand on ferme 17 600 lits, c'est la meilleure des manières d'apporter une offre de santé au territoire. Je suis quand même, moi, pour avoir travaillé en milieu hospitalier, excusez-moi Iñaki, mais vous savez sans doute, peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre, que la fermeture des lits, elle était inhérente au manque de personnel soignant qui était disponible à ce moment-là. Pas une volonté de fermer pour fermer les lits, mais par sécurité, pour sécuriser la sécurité des personnes accueillies. Donc c'est proportionnel à la... Mais s'il était... C'est des choix budgétaires, c'est des choix budgétaires qui sont en train de participer à la privatisation de la santé. Ça, il ne faut pas oublier. Formule, et aujourd'hui, le gouvernement porte cette responsabilité. Je rejoins un petit peu ce que dit Egoïs et je suis toujours étonné de voir quand des classes ferment, quand des services hospitaliers sont menacés, de voir des grands élus de droite ou du centre ou de la majorité présidentielle venir se mobiliser, venir devant les établissements scolaires ou hospitaliers pour dire leur colère, alors que c'est eux-mêmes qui votent depuis tant d'années les budgets au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement qui vont à la baisse, qui amènent justement cette difficulté dans les services publics pour l'ouvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux services privés. Donc moi, je suis toujours étonné de cette mobilisation au niveau local en disant on n'est pas d'accord, sauf qu'une fois qu'ils sont à Paris, une fois qu'ils sont dans les assemblées, ils votent pour la baisse de ces budgets. Donc il y a une véritable responsabilité à prendre en disant on va investir, on va faire un plan pour les services publics en France de façon globale, parce que ce qu'on retrouve ici dans nos territoires ruraux, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les banlieues des grandes villes françaises. Donc il y a une véritable notion d'équité territoriale à remettre au centre des politiques publiques. On l'a vu au début, je vous coupe Julien Lassalle, mais on l'a vu au début, c'est une circonscription qui est très rurale, très montagne, avec des vallées, et qui est très enclavée. Ça participe aussi à cette désertion des services publics. Les chiffres de l'INSEE, je vous les rappelle, c'est 82,6% des résidents de la circonscription qui utilisent la voiture pour se rendre au travail. Des routes de montagne, la route d'Oloron, la route de Mauléon, qui sont quand même assez compliquées. Comment on fait pour désenclaver cette circonscription, Sylviane Lopez ? Eh bien, il faut effectivement, le désenclavement est primordial et il faut revoir les infrastructures, voilà, celles qui existent déjà, les aménager, éviter le bétonnage. Ce serait bien dommage dans le Pays Basque et dans le Béarn. Et voilà, au lieu de bétonner, revoir les infrastructures et peut-être remettre des petites lignes plus fréquentes. Par exemple... Des lignes ferroviaires. Comment ? Des lignes ferroviaires. Oui, des petites lignes ferroviaires où la fréquence, je pense que s'il y avait un petit peu plus de fréquence, voilà, un petit peu plus de lignes pour faire les trajets et puis voilà, revoir les infrastructures avant de bétonner. Julien Lassalle, vous habitez dans la vallée d'Aspe, qui est quand même une vallée aussi où il y a une nationale qui va jusqu'au tunnel du Somport, mais pour autant, les petits villages sont assez enclavés également. Exactement, parce que jusqu'à maintenant, dans le milieu rural, jusqu'à ce qu'on nous invente autre chose, eh bien, on se déplace en voiture, on a besoin de voitures, et quand on a des voitures, on a besoin de routes sécurisées et entretenues. Et il y a de nombreux points à améliorer, notamment chez nous, mais... il faut absolument qu'on arrive à y mettre les moyens. Et ça, c'est en partenariat avec le conseil départemental, puisque ces routes sont souvent des départementales. Hein. Bien sûr, mais on a du national aussi. Là, la route nationale, justement, qui va de Pau au tunnel du Somport, selon vous, il faudrait faire quoi ? Il faut sécuriser. Parce qu'elle est en cours de sécurisation. Ah oui, elle est en cours, mais il y a énormément de travail. Elle n'avait pas échappé au Grenelle de l'environnement de M. Sarkozy, qui avait tout bloqué. Et on en est toujours là. On a un tunnel magnifique. Mais la route, quand vous suivez un camion et qu'il croise un autre camion, imaginez qu'il y a un vélo sur le bord. Je ne sais pas où est-ce qu'il a la place, celui-là. Et la sécurité. Et alors, pour ce qui est du désenclavement, moi je propose aussi, là où il y a des lignes de chemin de fer, de changer les cadencements, que ceux qui veulent et peuvent aller travailler en train puissent le faire, mais à ce moment-là, il faut qu'ils tombent à l'heure de l'embauche et de la débauche sur un train ou sur un bus. S'il arrive 2 heures plus tard, ce n'est pas la peine. Et dans ce désenclavement, j'y mets du numérique et de la téléphonie, et là, il y a beaucoup à dire. Et beaucoup à faire. Vous verriez, on passe dans les communes, tout ce qu'on entend, il faudrait que vous veniez écouter ce qui est dit sur ce sujet-là. Il y a de quoi
écrire un livre. Iñaki Etxaniz, vous militez pour le ferroviaire. Je milite pour le ferroviaire, à la fois, comme ça a été dit tout à l'heure, pour développer les petites lignes, le cadencement. Il y a notamment un travail qui est mené pour faire le croisement à Buzy, qui permettra d'augmenter le cadencement au niveau de la peau douce. Et c'est développer toutes ces petites lignes en investissant dans leur entretien, parce qu'on voit aujourd'hui la Première ministre qui a mené la libéralisation de la SNCF, comme l'a fait l'Angleterre il y a plusieurs années sous Margaret Thatcher, et que l'Angleterre y revient. Donc la ministre a fait ce choix-là, et on se rend compte qu'aujourd'hui les prix du train ils augmentent, ils sont plus chers que l'avion, et le rail est plus entretenu parce qu'il n'y a plus, encore une fois, le budget nécessaire pour le faire. Donc c'est vraiment arriver à mener une politique qui permet de conjuguer à la fois l'ambition environnementale, le développement économique de notre territoire et les aspirations de la population. On ne peut pas interdire la voiture du jour au lendemain, mais il faut dès maintenant construire des alternatives aux tout-voitures. Donc ça passe à la fois par le développement des petites lignes, mais aussi par le fret ferroviaire, qui permettra de désengorger nos routes de tous ces camions. Mais sauf que ça prend du temps, donc il faut investir dès maintenant pour agir pour l'avenir. Monsieur Euritico-Etxea, en Soule, si je ne me trompe pas, il y a juste une ligne qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, où il y a justement un problème de cadencement. Comment on fait là ? En Soule, il y a donc une ligne qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port au niveau du train, du ferroviaire. Bon, la première question, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il est nécessaire qu'il y ait une politique de transport pensée par et pour les territoires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a une ligne qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on sait très bien que les lignes de train aujourd'hui, c'est l'État qui les a à la charge, mais les trains, c'est la région. Il a fallu batailler très dur, même avec la région, pour que l'offre et le cadencement dépassent la seule demande des touristes, et pour que ça soit adapté aux habitants du territoire, qui aujourd'hui, quand ils doivent aller travailler à Bayonne, se retrouvent avec des bouchons d'1 heure, 1 heure et demie. Aujourd'hui, on est face à cette situation-là. Donc, il nous semble qu'il faut que ces instances au niveau des territoires aient cette possibilité-là pour qu'elles soient écoutées et pour qu'elles puissent intervenir pour répondre au plus près aux besoins du territoire. Et n'en parlons pas de la Soule. Aujourd'hui, la Soule, elle est dans une situation de détresse, et c'est un territoire qui subit de plein fouet l'inflation, dont on connaît les conséquences à l'heure actuelle, parce que le territoire n'est pas desservi convenablement par les transports en commun. Madame Trundaï, on voit cet enclavement de ce territoire qui joue aussi sur le développement économique, forcément, parce que c'est très joli, mais les gens qui y vivent au quotidien, comment ils vont travailler, où est-ce qu'ils vont travailler? On voit, il y a 2 bassins industriels qui sont Oloron et Mauléon, et pour autant, ils ne se portent pas très bien, ces 2 bassins industriels. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour l'avenir de désenclaver ces territoires, parce que il s'agit vraiment de porter une attention particulière à la population, aux gens qui y vivent. Et c'est vrai que si on veut rendre attractifs nos territoires et faire que nos familles restent sur notre territoire basque et notre territoire béarnais, alors il faut qu'ils puissent être libres de se déplacer. Effectivement, je suis d'accord avec les principaux propos qui ont été tenus ici. Le cadencement des trains, c'est la région. Il faut continuer à travailler beaucoup autour de cette question du cadencement ferroviaire, mais également sécuriser la RN 134. Évidemment, travailler sur les déviations. La population l'attend. Elle est très en attente. Il y a des nuisances sonores. Il y a aussi des dangers effectivement humains. On rejoint là la question aussi des services des urgences d'Oloron, c'est-à-dire comment on fait si on a un service des urgences à l'hôpital qui n'est pas suffisamment opérationnel et qu'il y a un accident grave sur cette route. Oui, il faut la sécuriser, il faut aller plus loin, il faut construire, il faut ne pas avoir peur aussi de cette question des déviations, parce qu'il en va de l'écologie humaine. Si on veut rendre ces territoires vivables et bien vivables avec une qualité de vie, il faut aller vers là. Et je voudrais aussi mettre un point sur le numérique, s'il vous plaît, avec cette question du numérique qui est en train d'être bien développée, qui n'est pas encore arrivée jusqu'au bout, mais je pense que les programmes qui sont portés et par le conseil départemental et par la communauté d'agglo Pays Basque vont finir par porter leurs fruits, je pense, à l'horizon 2023. Il est très important pour le milieu rural qu'on soit suffisamment irrigué par la fibre, mais aussi par la téléphonie mobile. Il reste aussi, ça c'est plutôt du côté des communes, cette responsabilité, parce que les tiers-lieux en milieu rural sont très importants. Travailler le télétravail, c'est aussi une façon de désenclaver et de participer à l'écologie également. Madame Lopez, c'est ça la solution aussi, c'est le numérique pour que les gens puissent
Rester chez eux, travailler depuis chez eux et avoir cette jonction-là? C'est une des solutions, mais enfin, c'est vraiment une petite partie, hein, que les gens puissent travailler chez eux devant leur ordinateur. Je pense que la majorité des gens, surtout en milieu rural, comme disait Julien Lassalle, c'est de prendre leur voiture. Ils n'ont aucune autre solution. Donc il faut vraiment désenclaver, faire une plus juste fréquence des trains régionaux et puis améliorer l'infrastructure qui existe déjà. Là, on est sur un bassin de population donc très rural, mais qui attire beaucoup de touristes. Est-ce que justement, c'est aussi une façon d'attirer des gens dans les vallées, Madame Lopez? Ah oui, absolument, oui. Si on développe ces petits trains voilà, ça attire vraiment, bien sûr. Mais bon, la voiture sera toujours indispensable. On ne peut pas se passer de la voiture dans le milieu rural. C'est complètement utopique. Julien Lassalle, vous êtes berger. On va parler maintenant de l'agriculture de montagne, qui fait quand même la richesse de cette circonscription. Mais pourtant, cette agriculture de montagne avec le pastoralisme ne se porte pas très très bien. Il y a de moins en moins de bergers. Comment on peut faire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, effectivement, déjà, on vend nos produits en dessous du prix de revient et on nous donne des compensations qui ne compensent pas la perte réelle. Si bien que pour maintenir le niveau, il faut faire toujours un petit peu plus. Et le un petit peu plus, vous voyez bien où est-ce que ça nous amène. Ça nous amène à certains villages qui n'ont plus de paysans. Ça nous amène à la course depuis le haut des estives jusqu'à la région des Gaves, où c'est certainement fait pour diminuer le nombre de paysans, mais ça marche très bien. Et ça, on le fait avec beaucoup d'énergie. Et pourtant, cette agriculture, elle a vraiment de beaux jours devant elle, et elle a vraiment de l'allure. Alors, il faut l'accompagner dans les circuits courts et faire. C'est une mode qui est en train de se développer, de prendre. Il faut l'accompagner. Nous, on propose d'inventer le ticket paysan, petit frère ou petit cousin du ticket resto. Et vraiment, tout ce qui peut être fait en circuit court, mais pour ça, il faut améliorer toutes les filières. Il y a un maillon faible, à chacune d'entre faible ou manquant, si bien que les choses sont compliquées pour pouvoir le faire. Et valoriser, travailler localement, garder la valeur ajoutée sur le territoire, mais on ne traitera pas tout en circuit court. Ça va se développer. Peut-être que ça se avait dans 20 ans, peut-être, mais aujourd'hui, garder à la terre son rôle de terre nourricière. Nous avons 67 millions de Français à faire manger. Moi, je préfère qu'ils mangent avec de l'agriculture française. Monsieur Tchaniz, vous êtes donc la NUPES, où il y a l'écologie dedans, et pourtant, cet agro-pastoralisme, notamment avec... elle est souvent contestée, notamment avec les écobuages, par les nouveaux habitants de ces vallées. Alors, quelle est votre position là-dessus? Nous, notre position, elle est d'accompagner justement ce que dit très justement Julien, c'est cette production locale. Ces paysans qui, comme on le voit au Pays Basque, n'ont pas entendu que l'action politique arrive, qui se sont eux-mêmes mis autour de coopératives et de confédérations pour arriver à faire quelque chose, à permettre aux agriculteurs de fournir des ressources qualitatives aux consommateurs et aussi rémunératrices pour elles-mêmes et respectueuse de l'environnement. Donc nous, ça a accompagné cette transition-là, notamment avec la révision des aides de la PAC qui sont aujourd'hui sur un calcul qui est plus sur de la quantité et que sur la qualité. Donc c'est amener cette révision des programmes de la PAC et aussi lutter contre la spéculation foncière sur les terres agricoles, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de la spéculation, les prix s'envolent et il faut d'urgence revoir la loi qui permet à la SAFER notamment et à l'Ursandia du côté du Pays Basque de préempter les terrains agricoles. Et il y a eu un député de La République En Marche qui a voulu le faire, et sauf que ça a été saboté par le gouvernement. Donc il est urgent de revoir cette loi foncière pour redonner un élan à nos paysans. Et quand même, il faut souligner que le Pays Basque connaît le plus fort taux d'installation. Donc c'est encouragé, c'est accompagné par une politique publique, encore une fois, le développement de la paysannerie et des circuits courts sur notre territoire. Très rapidement, Monsieur Retico-Echea, vous, dans la Soule, c'est aussi le pastoralisme? Donc il faut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture paysanne est en danger, quelque part,
notamment par l'agriculture agro-intensive et la spéculation foncière et immobilière, il faut le mettre en évidence. Et il nous semble qu'il faut sortir du en même temps. Voilà. Et vous entendez le générique, c'est déjà la fin de ce débat. Merci à tous d'être venus de si loin. Je suis vraiment désolée. Merci à toute l'équipe de la locale de Pau et en particulier Nicolas Rançon pour leur aide. Et merci à toute l'équipe technique qui était en régie. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3 et je vous dis, allez voter le 12 et 19 juin. Merci à tous. Au revoir. Merci.